Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rejoindre pour ce webinaire de l'info qui est organisé par actualité.cd. On a commencé avec quelques minutes de retard, mais j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, comme il était annoncé, aujourd'hui, on va parler du rapport mapping. On est dans la foulée, vu que le 1er octobre cette semaine, ça faisait 10 ans que le rapport mapping a été publié. Actualité.cd et sa rédaction a jugé utile de revenir sur cette actualité brûlante. Et donc, pour en parler, aujourd'hui, on a une brochette d'experts aux profils divers et variés que je vais vous présenter. Ensuite, ce sera l'heure de rentrer dans le webinaire en tant que tel. Alors, je vous explique de manière globale comment les choses vont se passer. On en aura pour à peu près 45 minutes. Peut-être qu'on va déborder légèrement. Chacun de nos intervenants, aura entre 5 et 7 minutes pour répondre à la question que je lui poserai. Ensuite, il sera l'heure de revenir vers vous pour vos questions que vous pouvez nous écrire. On les reçoit par email. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. On va faire un effort, mais d'ici la fin, on y reviendra. Alors, sont présents aujourd'hui avec nous le ministre des Droits humains en République démocratique du Congo, son Excellence André Lité Asebea, qui est avec nous et qui répondra aux questions spécifiques concernant son ministère. Juste à côté, virtuellement, on a Nick Elebe, qui est juriste et directeur pays de Osisa Open Society. Avec lui, on s'entretiendra de toutes les questions concernant l'aspect juridique et les recommandations qui ont été faites dans le rapport mapping il y a 10 ans. À côté de lui, on a Patient Ligodi, qui est journaliste et reporter, qui revient de l'Ituri et de Kisangani. Il nous parlera de ce qu'il a vu sur le terrain. J'ai envie de dire que ce sera lui le grand témoin de ce webinaire. Et donc, on reviendra vers lui tout à l'heure. Ensuite, on aura avec nous Michel Lutumbwe, qui est chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information pour la paix et la sécurité, basé à Bruxelles. Michel nous fait l'honneur d'être là et c'est avec lui qu'on va planter le cadre de ce rapport mapping. Et on aura une jeune voix entre guillemets, c'est-à-dire en la personne de Jimmy Kandé, qui est coordonnateur pays en RDC, donc de UNIS, qui est une ONG panafricaine qui lutte contre la corruption. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi ce profil? Tout simplement parce qu'il est jeune, parce qu'avec lui, on va aborder la question du rapport mapping auprès des jeunes à Kinshasa, mais aussi parce que Jimmy le répète souvent, il a besoin de changement, il a envie de voir le changement dans son pays. Et je pense que cette question de l'appropriation et de la connaissance du rapport mapping en font partie. Et pour officier tout ça, il y a moi, Wendy Bachi, journaliste freelance basée à Bruxelles, qui collabore avec pas mal de médias, entre autres avec actualité.cd. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet avec Michel Lutumbwe et on va commencer. Donc, je disais tout à l'heure, cette année, ça fait 10 ans que le rapport mapping a été publié. Si on se souvient bien, en 2005, Michel me corrigera, on a toute une série de fausses communes qui sont découvertes en République démocratique du Congo. C'est une découverte macabre, comme il y en a eu plusieurs dans ce pays. Et les Nations Unies décident de répertorier toutes les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu en RDC entre janvier 1993 et juin 2003. C'est une vaste période. Des experts sont dépêchés sur le terrain, ils travaillent pendant un moment et au bout du compte, ils publient ce rapport. En tout cas, ils le produisent et ensuite, il est publié. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, le rapport mapping est revenu dans le débat avec le docteur Mukwege qui en a parlé plusieurs fois, prix Nobel de la paix. Et il y a eu tout un grabuge par rapport à ça, aussi bien en RDC que dans des pays limitrophes, on en reparlera tout à l'heure. Alors Michel, la première question toute simple que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, 10 ans plus tard, on parle de ce rapport avec acuité, mais beaucoup de gens, je pense que je ne me trompe pas, en ignorent l'existence ou bien connaissent son existence mais ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est quand même 500 pages et plus. Est-ce que vous pouvez nous aider en 5 à 7 minutes à nous dire ce qu'est le rapport mapping, de quoi est-ce qu'il traite et surtout peut-être faire ressortir les points saillants? Merci. La parole est à vous. Merci Wendy. Bon, en 5 minutes, c'était un défi, mais je vais essayer de m'y atteler. Donc, comme déjà souligné, c'est un document de près de 500 pages établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains
et qui répertorie les violations les plus graves des droits humains survenus en RDC sur la période, évidemment, du cycle de conflit que connaît la sous-région des Grands Lacs depuis la fin des années 90. Donc, c'est des violations les plus graves survenues entre mars 93 et juin 2003. Ce document est un inventaire, une cartographie de près de 600 cas, 617 cas plus précisément, des violations présumées des droits humains, issus d'un travail d'une trentaine d'enquêteurs onusiens qui ont travaillé d'octobre 2008 à mai 2009 et qui ont interrogé 1280 témoins. Donc, il y a évidemment des témoignages qui ne figurent pas directement dans le document, mais en tout cas, parmi les éléments consignés, c'est les éléments fournis par plus de 1280 témoins. De quoi parle quelle est la nature, en fait, le statut juridique, en fait, de ce document? C'est un document qui a été établi pour aider le gouvernement congolais. En ce moment, là, on était encore en phase de transition, puis il y a eu les élections de 2006. C'était pour aider le nouveau gouvernement congolais à lutter contre l'impunité et à préparer un processus de justice transitionnelle ou justice comment on dit, restaurative. Donc, c'est un processus qui est en amont d'une prise en charge, en fait, par les juridictions. Donc, les cas qui sont consignés, pour être valablement qualifiés sur le plan juridique, doivent encore être entendus par une juridiction ad hoc, parce qu'il y a des faits qui, par leur caractère systématique et par leur gravité ou par le ciblage d'une catégorie de personnes qui n'étaient pas des combattants dans ce cycle de conflit, donc qui sont des civils, des femmes, des enfants ou des groupes ciblés en tant que tels. Donc il y a des faits qui pourraient relever qui pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité et d'autres même de crimes de génocide. Les auteurs de ces faits sont divers. Il y a aussi bien les groupes armés irréguliers, donc les rébellions congolaises, comment dire, les intégrants des forces armées régulières congolaises ou des armées de la sous-région, puisque le cycle de conflit avait entraîné la présence sur le territoire congolais, comme vous savez, d'armées des pays limitrophes. Le document ne cible pas des auteurs en particulier, mais couvre sur cette période-là et pour l'ensemble du territoire congolais. Ça ne concerne pas que le Kivu, c'est tous les territoires, tout l'ensemble du territoire congolais qui est concerné, hein, l'Équateur, les Kasaï, partout où il y a eu des exactions. Il n'y a pas des responsabilités individuelles épinglées. D'ailleurs, toute une grande partie d'auteurs sont plutôt consignés dans un document ad hoc, parce qu'on n'est pas dans un document qui est la base d'un processus juridictionnel pour le moment. On est vraiment en amont et voilà, un travail préparatoire pour aider un processus d'administration de justice en RDC dans une démarche de justice transitionnelle et restaurative. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que je pourrais encore mettre ou je laisse tourner la parole et on y revient. Alors, pour le moment, je pense que je pense que le cadre est vraiment bien posé. Peut-être l'élément que moi je retiens, c'est que c'est un outil qui, à l'époque, est fabriqué pour aider justement le gouvernement congolais à mettre en place toute une série d'éléments pour faire justice, entre autres, à toutes les personnes qui ont subi ces exactions. Et c'était bien aussi de rappeler que ça ne se passe pas uniquement dans les Kivu, mais ça balaye l'ensemble du territoire en République démocratique du Congo. Ce qui nous emmène justement au deuxième intervenant,
vu qu'on ne parle pas uniquement des Kivu, on parle par exemple de Kisangani, on parle de l'Équateur, on parle des Kasaï. Patient Ligodi, vous revenez actuellement d'une mission. Vous avez été en reportage justement du côté de Bunia dans l'Ituri, je pense. Vous avez été à Kisangani, vous avez rencontré des victimes de la guerre des 6 jours qui font partie des victimes qui sont reprises dans ce rapport mapping. Alors peut-être une brève introduction pour nos internautes, c'est peut-être, patient, rappeler ce qu'est la guerre des 6 jours. Ensuite, nous dire ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu aussi, c'est très important. Et peut-être quelles sont les réclamations aujourd'hui de ces victimes. On est une vingtaine d'années plus tard, peut-être qu'elles ont l'impression qu'elles ne sont pas entendues assez, que vous, avec votre micro, vous avez justement permis de faire entendre ces voix et de les faire résonner en dehors de leur province. La parole est à vous, vous avez entre 5 et 7 minutes. Merci. Merci beaucoup, Wendy. Je suis très honoré de pouvoir partager ce panel avec toutes les personnes qui sont ici. Et en fait, moi, je fais la province orientale, l'ex-province orientale. Et donc, j'ai été à Kisangani notamment et à Tingi-Tingi. À Tingi-Tingi, on est au début, fin des années 90, donc 1998, où vous retrouvez une zone où vous avez d'un côté l'armée zaïroise de l'époque, les ex-FAS, soutenue notamment par l'UNITA, qui est une rébellion angolaise de l'époque. De l'autre côté, vous avez l'armée rwandaise qui soutient notamment les troupes de Laurent Désiré Kabila. Et au milieu, à Tingi-Tingi, il y a un village. Village, en fait, Tingi-Tingi, c'est un village où on avait notamment les réfugiés hutu-rwandais qui étaient là et qui souvent recevaient de l'aide qui venait de la communauté internationale et consorts. L'enjeu est tel que de l'autre côté, c'était en fait une ligne de frontière, enfin une ligne de front, et qui faisait en sorte que ces réfugiés et même la population locale qui était là était en fait pris quasiment en étau entre le feu des deux camps. Alors il se trouve que on est en 1998, enfin en 1900, quand les FARDC, enfin les ex-phases essayent de bloquer l'arrivée de rebelles qu'on appelait l'armée rwandaise de l'époque. Il se trouve malheureusement que quand les ex-phases quittent les lieux, l'armée rwandaise avec l'AFDEL arrive et trouve notamment ces réfugiés qui étaient là et qui, certains ne pouvaient pas partir et donc qui ont été massacrés. Et là, sur place, on retrouve notamment la population locale qui est partie, puisque comme je l'ai dit tantôt, Tingi Tingi, c'est d'abord un village où habitaient notamment des Congolais. Alors, plusieurs personnes ont été tuées, notamment des réfugiés rwandais, mais aussi des Congolais. Beaucoup ont fui également la zone. 20 ans plus tard, 23 ans plus tard, les Congolais reviennent. Le village commence à renaître, mais malheureusement, il y a encore des mines qui sont installées là sur place, des mines qui ont été implantées tant par l'armée rwandaise que par les mercenaires qui ont été déployés sur place. On parle notamment des mercenaires qui venaient notamment de l'Europe de l'Est et d'autres qui venaient de certains pays africains. Et là, certaines populations qui sont revenues sont confrontées à cette situation d'insécurité avec ces mines. L'opération de déminage a évolué, mais il y a encore des personnes qui continuent malheureusement à sauter, à avoir des jambes cassées parce que justement ces mines ne sont pas encore parties. Mais là, sur place, la population attend toujours, on va dire, un programme de soutien de la part du gouvernement, de la part de la communauté internationale, déjà pour reconstruire les villages de Tingi Tingi, mais aussi pour reprendre la vie. Et donc ça, c'est par rapport à Tingi Tingi, mais vous revenez à Kisangani, en fait, il n'y a pas que la guerre des 6 jours, il y a eu plusieurs batailles entre l'armée rwandaise d'un côté et l'armée ougandaise de l'autre côté, soutenue toujours par des mercenaires qui venaient de plusieurs pays, dont l'Angola, le Burundi et ainsi de suite. Et donc, on a là deux armées qui s'affrontent dans une ville comme Kisangani, une ville d'environ 1 million d'habitants, et vous avez plus de 700 personnes. On parle de la guerre d'1 jour, de 3 jours et de 6 jours. Et aujourd'hui, il y a un cimetière où on dit, selon les habitants de Kisangani, il y a environ 3000 personnes qui sont enterrées là. C'est en fait des fausses communes, des personnes qui étaient tuées à Chopo, à Mangobo ou dans plusieurs autres communes de Kisangani, à Lubunga, qui sont enterrées là, et des personnes qui ont été enterrées justement dans des fausses communes parce qu'à l'époque, ce n'était pas possible justement de pouvoir organiser, on va dire, des funérailles dignes pour ces personnes. Alors, il y a des victimes
individuelles, mais aussi il y a des victimes en tant que, on va dire, de groupes de victimes. Parmi les victimes, il y a notamment, on parle de la ville de Kisangani, qui est en fait une ville carrefour, qui est une ville entrepôt, qui fait les liens entre l'ouest et l'est de la RDC, qui a vu son évolution s'arrêter. S'arrêter au début, comme moi j'ai discuté notamment avec le président de la FEC locale, qui disait à l'époque qu'ils avaient plus de 400 entreprises qui étaient là. Et aujourd'hui, il y a moins de 150 entreprises qui sont installées à Kisangani parce que tout est à l'arrêt. En fait, quand on parle de réparation, la réparation, c'est autant pour les individus, mais réparation également pour la ville qui s'est arrêtée. Kisangani s'est arrêtée. Quand vous allez à Kisangani, vous allez remarquer que c'est une ville qui n'a pas évolué, pas du tout évolué. Les rares routes qui sont construites l'ont été il y a très récemment, notamment par la Banque mondiale, mais ça n'a pas beaucoup évolué. Vous avez vraiment des personnes qui sont restées là. Ça, c'est la première des choses. Donc, s'il faut réparer, c'est notamment rebooster cette ville qui doit redevenir, on va dire, cette ville carrefour qui permettait de faire les liens entre Bunia de l'autre côté et Kisangani, ainsi de suite. Deuxièmement, en fait, le rapport mapping, souvent les gens parlent de chiffres. Oui, il y a plus de 600 crimes qui ont été recensés, mais il s'agit des vies, il s'agit des personnes. Il y a des personnes qui ont perdu leur maison, des personnes qui ont perdu leurs membres de famille, il y a des rescapés, il y a des gens qui sont restés avec des infirmités, il y a des personnes qui sont restées pendant longtemps avec des éclats d'obus dans leur corps et qui demandent aujourd'hui à être, on va dire, non seulement, ils ne demandent pas forcément l'argent, mais aussi à reprendre déjà la vie, à être soignés correctement plus de 20 ans plus tard. Et en fait, quand on parle du mapping, le mapping, ce n'est pas un document. Le rapport mapping, c'est des gens, c'est la vie des gens, c'est des orphelins, c'est des infirmes, c'est des personnes qui ont tout perdu, c'est des gens qui attendent aujourd'hui. Et la question qui est revenue souvent, je vais terminer par là, quand je pose la question aux gens qui sont à Kisangani, la question c'est pourquoi? Pourquoi les deux armées se sont battues chez nous? Pourquoi ils ont considéré, ces pays ont considéré la RDC comme un champ de bataille? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi Kisangani? Pourquoi nous? Pourquoi ici? Qu'est-ce que nous allons devenir? Il faut déjà que ces pays la reconnaissent, comme c'était le cas de l'Ouganda, de reconnaître notamment qu'ils se sont battus en RDC et qui s'expliquent déjà. Les gens veulent d'abord savoir avant d'avoir arrivé à la réparation. Merci. Merci, Patient. Alors, ce que moi, je retiens de ton exposé, vu que tu reviens sur place et on sent que c'est encore frais, c'est le rapport mapping, ce n'est pas un document, ce sont des gens. Et c'est la phrase que moi, je retiens. Ce sont des gens qui exigent réparation. C'est une ville une ville qui s'est figée dans le temps et qui demande à revivre. Alors, peut-être que je vais intervertir légèrement mon ordre que j'avais prévu dans le déroulé. Et en fait, logiquement, je vais directement aller vers le ministre des Droits humains et demander, en fait, Monsieur le ministre, vous entendez ce que Patient Ligodi dit, il revient du terrain, il a vu des personnes sur place qui ont demandé réparation, qui vivent avec des éclats d'obus dans leur corps. C'est des orphelins, comme il disait tout à l'heure, c'est des infirmes, c'est des personnes qui demandent pourquoi. Et vous êtes le ministre des Droits humains. Et en fait, je fais juste la transition, je fais le port entre vous deux. Pourquoi, Monsieur le ministre? Est-ce que vous pouvez nous répondre? La parole est à vous. Bon, madame, merci pour la parole et j'en profite en même temps pour saluer, excusez-moi, mes co-débatteurs, si on peut ici présenter les choses. Mais la vérité, c'est tout ce que nous dit notre ami Patient Ligodi est plus que vrai. Je prie en même temps vous dire sans méjeunner que je me trouvais être un des originaires de cette partie du pays. Et que, à l'époque, je me souviens encore du scénario lorsque UPDF, Uganda's Defense Forces People, intervenant dans l'ex-province orientale, je me trouvais à Issiron en 1998 pour ne parler que de cette période, en 6e des humanités littéraires. Je ne pouvais jamais m'imaginer devenir par la suite ou après quelques années ministre des Droits humains. C'est que je suis de ces Congolais qui pensent que c'est maintenant ou jamais qu'il faille dire les choses telles qu'elles sont et obtenir en faveur d'anonymes des victimes qui sont nombreuses à travers la partie nord-est du pays. Il faut obtenir justice pour les victimes. Pas seulement pour elles, pourquoi pas pour leurs proches et même pour leur communauté.
Mais la vérité, madame, je vais être clair avec vous. Je l'ai dit pas plus tard que, je crois, c'était hier, à la tribune des Nations Unies au Conseil des droits de l'homme. Je le répète encore ici. Je crois 4 jours plus tôt, je l'ai également fait au cours de notre, à l'occasion de notre cadre auquel j'ai pris part, qui a réuni Human Rights Watch et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, parce que nous parlons des Nations Unies. La vérité, c'est que dans cette affaire, madame, il y a de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, la première hypocrisie nous vient des Nations Unies. Parce que je ne peux pas m'expliquer que les Nations Unies, à leur propre initiative, imaginent la possibilité, ils se donnent même les moyens de le faire, d'enquêter sur des cas de violation grave des droits de l'homme survenus durant la période considérée. Ils en arrivent à la conclusion ou sinon à l'élaboration d'un rapport. Et je puis vous surprendre, madame, lorsque ces rapports établis en fait et en droit des violations présumées des droits de l'homme, des violations graves, il était attendu qu'il y ait en même temps des enquêtes complémentaires. Madame, qu'est-ce qui va se passer dans l'entretemps? On va circonvenir dans l'élan de ce qui était chargé par les Nations Unies à mener ces enquêtes jusqu'au bout, par le fait des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Parce que bon, parfois, je me dis, est-ce que nous ne sommes pas dans une situation où les gens veulent bien le politiquement correct, le diplomatiquement correct? C'est les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont obtenu, à la suite d'un lobbying du Rwanda et de l'Ouganda, que l'on mette un terme, en tout cas, aux enquêtes supplémentaires qu'on devrait par la suite mener. Et vous avez dit, il y avait même un fonds prévu pour ça. Je l'ai dit ici aux Nations Unies où je me trouve actuellement. En tout cas, je l'ai dit, et je crois tous les observateurs présents ont convenu, ou sinon, au moins sur ce point-là, on parlait le même langage que nous, parce que le langage, même quand on ne peut pas exprimer, mais on peut en convenir. C'est ça la vérité. Madame, nous sommes à 98, pour ne prendre que cette période, même à 96, lorsque, d'abord à 94, il y a la situation que tout le monde connaît du Rwanda. C'est tout un État qui se déverse ici chez nous, avec des réfugiés, femmes et enfants. Ils sont poursuivis, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire. Le petit Rwanda, pour ne pas le nommer ici, avec son alter ego l'Ouganda, vous bénéficiez de matériel PEPA 9. On est à 94, excusez-moi, 95, 96. L'Ouganda, le Rwanda disposent des chars dernier cri fabriqués aux États-Unis et à Grande-Bretagne. Les uniformes, la ration, les munitions, c'est que pour moi, connaisseur du droit pénal international, si nous parlons aussi en termes d'auteurs intellectuels ou d'auteurs moraux, je ne vois pas comment les Ougandais et les Rwandais seront laissés à s'expliquer. Il faut aller par-delà ces deux pays. Et la vérité, les États-Unis, autant que la Grande-Bretagne, ont des choses à nous dire par rapport à ce qui s'est passé des guerres de Kisangani. Parce qu'il y a souvent, on parle de celle de 6 jours, peut-être en référence avec la guerre de 6 jours d'Israël avec le pays arabe. Mais avant ça, nous avons connu des guerres de jours, de 3 jours et de 6 jours par la suite. Madame, l'arsenal qui a fait exploser la ville de Kisangani ne provient pas de l'Ouganda, pas plus que du Rwanda, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Monsieur le ministre, oui, vous permettez, madame. S'il faut maintenant parler des entités qui ont tiré profit de la situation, les entreprises, de forces paramilitaires. Madame, moi j'étais à Isiro. Lorsque cette partie du pays est occupée par l'Ouganda, nous étions au stade assistant à un match de football. Je vis un blanc en tenue militaire qui était là pour assister les Ougandais. Que je sache, il n'y a pas d'Ougandais blancs. Parce qu'ils avaient des chars qu'il fallait par moment reconditionner et réparer, les systèmes satellitaires, tout était contrôlé. Et vous comprendrez ici
que, pour nous parler maintenant des entreprises, à Genève où je me trouve, non loin d'ici, à Berne, il y a un procès qui oppose un groupe d'ONG à une entreprise de droit suisse à l'époque qui était à Bounia, instrumentalisant, finançant les groupes armés qui, à leur rang, avaient des enfants soldats. Là, je parle à l'affirmative parce que Thomas Lubang a été convaincu de circonscription d'enfants. De quoi parle-t-on, madame? Nous avions, en même temps, nous avons, vous permettez, une situation pareille ou une affaire pendante devant les juridictions américaines aujourd'hui, encore une fois, portée aussi par les ONG, et cette fois-là, ces ONG poursuivent un certain nombre d'entreprises multinationales américaines qu'on appelle les GAFA, que vous connaissez, tout simplement parce qu'ils sont des terminaux finaux de cette contrebande minière, de cette aventure politico-militaro-diplomatico-affairiste qui nous a été imposée jusqu'à ce jour. C'est comme ça que vous comprendrez avec nous, madame, aujourd'hui, donc elle parle en termes de comment remédier à la situation de Beni, de Minembwe, de l'Ituri. Il y a des pays autour de nous, pour ne pas les nommer, l'Ouganda, le Rwanda ou le Burundi, qui attirent profit. Qui attirent profit. Et même lorsque le président de la République dernièrement initie un mini-sommet, certainement pour duquel il devrait leur dire des choses en face, ces gens s'arrangent à ne pas faire aboutir la chose parce qu'ils en tirent profit. Aujourd'hui, une raffinerie d'or en Ouganda au Rwanda. L'or en Ouganda au Rwanda, on l'exploite où? C'est l'or qui vient de votre pays, qui vient du Congo, de Ouacha, dans le Haut-Touré chez moi, à Wamba, à Mahadi, à Irumu, à Mambasa, dans le Haut-Plateau, au Sud Kivu, au Tanganyika, et naturellement à Kamina. C'est un secret de polichinelle. C'est à ce niveau-là que se situe le problème. Alors, lorsqu'on dit, est-ce qu'aujourd'hui il y a une volonté politique au pays, en RDC, pour que ça avance, madame, moi je veux bien, moi qui vous parle, j'ai aujourd'hui un projet de fonds d'indemnisation des victimes qui est en cours de finalisation avec un mécanisme national extrajudiciaire, parce que lorsque nous parlons de justice traditionnelle, j'ai écouté notre ami Michel Lutumbe qui a bien dit les choses qu'il faut imaginer une justice restauratrice ou on va y revenir, je ne vous interromps pas, on va revenir sur la justice transitionnelle, justement, c'est le point qui suit. Mais juste brièvement, monsieur le ministre, après, on passe à l'intervenant d'après. J'entends ce que vous dites, je suis surprise d'entendre que vous étiez à l'époque un jeune en 6e des humanités littéraires dans cette province-là et que vous ne vous doutiez pas à un moment donné que vous seriez vous aussi le porte-voix des victimes et de ce qui s'est passé dans cette partie du pays. Vous avez évoqué pas mal de choses sur lesquelles nous allons revenir en détail tout à l'heure, mais une seule chose sur laquelle moi je vais vous faire intervenir parce qu'on a la chance d'avoir avec nous un membre du gouvernement, une personne qui représente le gouvernement congolais. Je reviens sur la volonté politique. Vous l'avez évoqué, mais vous l'avez évoqué rapidement. La question qui revient souvent, parce que vous parlez de beaucoup de choses, et vous êtes la voix autorisée, vous êtes la voix officielle, mais la question que j'ai envie de vous demander, et là je me fais le porte-voix des personnes que Bastien Ligaudière entend. Qu'est-ce que l'État congolais fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous, en tant que ministre des Droits humains, vous répondez à la maman qui est à Minembwe, qui ne sait pas ce qu'elle va donner à ses enfants à manger, qui ne sait pas si elle pourra soigner ses enfants? Qu'est-ce que vous répondez à la femme de Bounia qui m'a répondu encore il y a 2 jours à une interview en me disant « Vous ne vous rendez pas compte, Madame Bachi, nous ne vivons pas en RDC, nous vivons sur une planète à part par rapport à ce qui se passe. » Qu'est-ce que vous répondez aux jeunes que j'ai rencontrés il y a 2 ans à Beni, qui ont entre 20 et 25 ans, qui ne boivent jamais de l'eau à part de la vodka, pour oublier ce dans quoi est-ce qu'ils vivent? Vous êtes le ministre des Droits humains. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, merci pour votre question. Je vais vous dire une chose en termes de volonté politique. Madame, est-ce que nous n'avons pas une mémoire courte, nous Congolais, même ceux qui nous entourent? En termes de volonté politique, nous sommes en 2003. L'ancien président Joseph Kabila, président depuis 2 ans, devant les Nations Unies à New York, réclame à corps et à cri. Le preuve existe, et même la vidéo réclame à corps et à cri l'institution d'un tribunal pénal international pour le Congo. Madame, il l'a fait
Et je vous ai dit ici, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous savez qui ont les droits de veto là-bas, et ils n'ont pas permis cela. Et ils nous ont même dit, ils ont dit au Congo, à l'époque, j'étais en 3e graduat en droit, parce que je suivais les questions d'actualité dans notre pays, vous imaginez, je suis parti de cette partie du pays de l'Est pour aller étudier au Katanga. J'étais très intéressé par tout ce qui s'est passé. Si bien que je peux rester sans m'abattre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures durant avec vous. Je peux vous parler de tout ce qui s'est passé là-bas avec des acteurs parce que j'attendais ce moment ici. Moi qui vous parle, je l'attendais. En 2003, Joseph Kabila le fait, réclame à Corée accru le tribunal pénal international. Il est le premier Congolais à le faire. Il n'a jamais été attendu. En 2016, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, excusez-moi, les fait. Vous savez la réponse qu'on a réservée au docteur Mukwege, qui a consigné un document avec 200 autres ONG adressé au Haut Commissariat aux Nations Unies aux droits de l'homme. Je ne l'ai dit pas plus tard qu'hier, ici à Genève où je me trouve. On a dit au docteur Mukwege, oui, c'est bien, mais révéler l'identité des auteurs et même des victimes et leurs témoins, ça pourrait encore avoir des conséquences graves. Mais ma fait, de qui se moque-t-on? Parce qu'aujourd'hui, en termes de justice pénale internationale, nous savons qu'il y a moyen aujourd'hui, grâce aux nouvelles techniques, de préserver l'identité des témoins et de poursuivre les bourreaux. Mais la réponse que je vous donne ici, elle ne vient pas de moi, pas plus que du gouvernement congolais des Nations Unies. Et vous pourriez vous dire, mais vous ne parlez que des Nations Unies. Vous savez pourquoi, madame? Tout à l'heure, vous avez, paraphrasant notre ami Ancien Ligodi, un journaliste d'investigation, vous avez parlé de la femme qui a Beni, ou de la maman qui a Minembwe, de celle qui a Nitour, qui vit dans une autre planète. La situation est la vraie, la voici. J'ai même attendu que nous devrions instituer des chambres mixtes spécialisées, je le dis comme connaisseur, ou alors une juridiction pénale internationale, ou parler de chambres mixtes spécialisées en RDC. Madame, une fois la justice congolaise a lancé un mandat d'arrêt international à la contre de Laura Kunda, le Rwanda n'a jamais coopéré, pas plus que subi une pression de quelque ordre que ce soit, pour que Kunda soit ramené en RDC et répondre de ses travers. Jamais. Je m'imagine mal, moi, qu'aujourd'hui, Kagame, dont le gouvernement n'a jamais reconnu le caractère obligatoire de la Cour internationale de justice, et c'est pour éviter d'être convaincu de violations graves des droits de l'homme ou ne serait-ce que des réparations adversées à l'État congolais pour cette guerre. Monsieur le ministre, les relations entre le Rwanda et le Congo semblent s'être pacifiées. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Est-ce que vous discutez, vous, avec votre homologue, par exemple, des droits humains? Parce que vous nous dites des choses et ça vient de vous. Les relations semblent être pacifiées. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Non, s'il vous plaît, madame, je ne vais pas faire de l'hypocrisie. Moi, je dois tellement de la vérité dans cette affaire que je vous parle d'une situation que j'ai vécue. Je vous épargne, si vous voulez, même de ce que moi-même j'ai subi. Comprenez à une autre occasion, je pense que vous pourriez organiser un autre webinaire où vous appelez tout le monde de cette fois-là. Bon, je ne sais pas si je serai toujours ministre, mais vous nous appelez aussi pour parler de ce que nous, on a vécu. Moi, j'ai vécu des choses, moi, qui vous parle. Relation pacifiée, je ne sais pas. Je ne vois pas la possibilité d'une relation pacifiée sans la justice. Le langage que je vous dis ici, je le tiens au Conseil des ministres, moi, qui vous parle. Je le tiens au Conseil des ministres. Je le tiens même au cas politique auquel j'appartiens. Je le tiens où que je vais. Parce que la vérité, madame, ces armées qui nous ont envahis à un moment donné de l'histoire, cette soldatesque empirique qui a ravagé nos villages jusqu'à se retrouver au niveau de l'Équateur. Parce qu'on pourrait vous dire, mais il y avait des réfugiés qui étaient un danger pour nous au niveau de la frontière congolo-rwandaise. Est-ce que jusqu'à Mbandaka, jusqu'à Badolite, parce que même quand on nous dit qu'il y avait les MLC, les RCD, ces entités n'existaient que sur papier. Le vrai patron, c'est ceux qui avaient des chars, des munitions, des satellites, tout ce que vous pourriez vous imaginer dans ce qu'on a connu, dans ce que les docteurs ont appelé comme la bien nommée Première Guerre mondiale d'Afrique. Alors, à la question de savoir comment nous faisons, madame, nous faisons déjà quelque chose. Vous pensez, je ne pense pas, moi je ne pense pas que vous êtes là pour vous amuser, pas plus que ceux qui sont avec nous maintenant. Le fait qu'aujourd'hui, vous et moi, nous le faisions, je vous vois aussi jeune, c'est que certainement, vous n'aviez pas aussi l'âge que vous avez aujourd'hui quand ça a commencé. Aujourd'hui, nous sommes en train de prendre la revanche sur l'histoire
nous voulons régler des comptes à personne, mais nous serons vrais, authentiques, peu importe l'état que ça prendra. Je l'ai dit encore une fois au Congo, lorsque l'ambassadeur du Rwanda a voulu se moquer de nous, je lui ai dit, je suis au moins erré d'une chose, que depuis un moment, j'ai assisté, j'ai suivi à la télé, qu'un geôlier nazi a été condamné à 97 ans d'âge pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, il était seulement geôlier d'une prison nazie. Alors que ce monsieur, tel qu'on l'a décrit par les journalistes, n'avait que 17 ans. Et une condamnation à celle-ci, du moins parce qu'on a considéré qu'il était mineur, qu'il ne pouvait pas comprendre certaines choses. Alors, ceux qui sont adultes aujourd'hui, ou ces entreprises qui ont tiré profit de cette situation, je ne voudrais pas ici vous citer des banques occidentales, qui sont en Belgique, qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, qui ont tiré profit de l'exploitation illégale de cette campagne militaro-diplomatico-affairiste contre le peuple congolais. Il n'y a pas longtemps, madame, parce que nous parlons de droit pénal international, vous avez des poursuites engagées contre BNP Paribas, une information judiciaire ouverte en France. Est-ce que vous avez déjà attendu une information judiciaire en vertu des compétences universelles et reconnues dans ces pays, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, du fait de ce qui se serait passé au Congo? 4 millions de morts selon les rapports mapping. Est-ce que vous avez déjà attendu une action dans ce sens dans ces pays, parce qu'ils en ont aussi l'initiative? Parce qu'en même temps, au Congo, tout le monde le sait, nous sortons de la bien-aimée Première Guerre mondiale d'Afrique, nous n'avons pas tous les moyens institutionnels qu'il faut, mais aujourd'hui, nous pensons que nous ne pourrions pas laisser notre sort entre les mains déjà, mais la vérité aussi, c'est que si nous entreprenons au plan domestique une action pénale, la difficulté que nous pourrions avoir, c'est remonter jusqu'aux auteurs intellectuels. Les auteurs intellectuels dans cette affaire, vous vous en doutez bien, ce n'est ni les Congolais 10 chefs de guerre, pas plus que les Congolais lambda que nous sommes, mais c'est plutôt les grandes puissances et les multinationales qui, à un moment donné de l'histoire, ont estimé qu'ils devraient, en tout cas, rentrer au Congo et faire des choses abominables. Monsieur le ministre, merci. Merci pour votre intervention. Moi, je suis journaliste et je suis entêtée. Je vais quand même revenir tout à l'heure sur la question de la volonté politique parce que je n'ai pas encore obtenu satisfaction. Et je vois qu'il y a des questions qui arrivent dans le chat box qui vous concernent, donc on reviendra vers vous. Mais vous avez souligné tout à l'heure la question de la justice transitionnelle. Je vais y arriver. Vous avez parlé de la création, comme le suggérait le docteur Mukwege en se basant sur le rapport mapping, d'un tribunal pénal international spécial pour la RDC, la création de chambres mixtes. Je me tourne directement vers notre expert juridique, Nick Elébé, je rappelle, qui est juriste et qui est directeur pays de OCISA. Alors, Nick, au regard de tout ce que vous venez d'entendre, et en se basant sur le rapport mapping et tout ce qu'il propose au niveau juridique, j'ai envie d'embrayer sur ce que le ministre a dit. Joseph Kabila, à l'époque, aurait demandé la création d'un tribunal spécial pour la RDC. C'est quelque chose qui revient. À entendre le ministre, la volonté y est, mais on n'a pas la possibilité. Est-ce que vous pouvez cadrer un petit peu au niveau juridique et nous dire ce qui peut être fait et ce qui, à votre sens, en tant que juriste et spécialiste, bloque? Pourquoi on n'y arrive pas? Merci beaucoup pour la question, Wendy, et surtout merci pour l'invitation. Alors, peut-être rappeler à quoi ça sert la justice transitionnelle. La justice transitionnelle est ce que c'est en fait. Ce sont des efforts destinés à aider une société à traiter les conséquences d'atteintes graves aux droits de l'homme commises dans le passé. Et donc, dans le contexte de la justice transitionnelle, il y a une série d'actions qui peuvent être menées, notamment les poursuites judiciaires, la recherche et l'expression de la vérité, les réparations et bien entendu les réformes. Alors, il y a un rapport mapping qui a été publié et comme cela a été mentionné au début de son intervention par Michel, le rapport était destiné à aider les institutions congolaises à pouvoir faire avancer un processus transitoire et résoudre la problématique des crimes qui avaient été commis durant les conflits en République démocratique du Congo. C'est pour ces raisons-là qu'au-delà de l'inventaire et de la cartographie des crimes, des faits, des incidents que le rapport mapping a pu répertorier, il y avait aussi des recommandations qui étaient justement destinées non seulement au gouvernement congolais, mais aussi à la communauté internationale, à travers notamment les Nations Unies, pour mettre en œuvre une série d'actions en termes de justice transitionnelle. Alors, il y a des recommandations qui touchent à la question juridictionnelle, n'est-ce pas, les poursuites en justice, et d'autres recommandations qui vont au-delà de cela.
En matière, par exemple, de recommandations touchant à la justice, le rapport Mapping évoque notamment la saisine de la Cour pénale internationale, n'est-ce pas? Utiliser la Cour pénale internationale afin de permettre aux victimes de faire entendre leurs droits, de s'exprimer, de rechercher réparation et justice. Mais il y a également les tribunaux spéciaux, qui sont des tribunaux qui sont créés par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de son chapitre 7 et qui ont vocation à poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, notamment les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Il y a également les tribunaux mixtes qui sont recommandés par le rapport MAPIC. Alors, les tribunaux mixtes, il y en a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les tribunaux spéciaux, qui sont en fait des juridictions qui sont indépendantes du système judiciaire interne des pays, mais qui impliquent une configuration ou une composition mixte impliquant des étrangers et des nationaux. Et il y a aussi les chambres spécialisées mixtes, qui cette fois-là font partie intégrante du système judiciaire interne et impliquent également une présence de personnel international et national. Alors, parmi toujours les recommandations qui touchent à la justice, il y a la possibilité d'utiliser la compétence universelle. Alors, la compétence universelle, vous le savez, il y a certains États qui, dans leur loi interne, impliquent une compétence universelle, c'est-à-dire une capacité pour leur juridiction de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, quel que soit le lieu où ces crimes ont pu être commis, au nom de l'humanité, au nom de la communauté internationale. Alors, au-delà de ça, il y a les mécanismes qui touchent cette fois-là à la recherche et à la poursuite de la vérité, qui sont recommandés par le rapport du mapping. Il y a des mécanismes qui touchent à la réparation, et on le sait en termes de réparation, il y a différentes catégories de réparation, hein, n'est-ce pas? La réparation, c'est un monde global, globalisant. En général, en République démocratique du Congo, on parle beaucoup plus simplement de l'indemnisation, mais il y a plus que ça. Il y a la réadaptation, il y a la satisfaction, il y a la restitution, il y a les garanties de non-répétition. Il y a différents donc, types de réparation qui sont possibles et qui peuvent être mises en œuvre par les États dans des situations telles que celles qui nous concernent. Peut-être dire un mot un peu sur les avantages et les inconvénients de ces différents mécanismes. Alors, rapidement, hein, parce qu'il nous reste 10 minutes. Ah, ok. Alors, je vais dans ce cas évoluer directement vers ce que le ministre a dit concernant la demande qui a été faite en son temps par le chef de l'État, l'ancien chef de l'État en 2003, concernant la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Effectivement, cette demande a été émise devant l'Assemblée générale des Nations unies, mais il semble qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une demande officielle ensuite. L'autre élément, c'est qu'il semble qu'avec le temps, les autorités congolaises qui avaient été dans la coopération judiciaire, qui ont beaucoup travaillé avec la Cour pénale internationale, notamment à l'époque, ont plutôt misé vers une démarche différente, celle de prioriser la paix au détriment de la justice. Et avec le temps, nous constatons clairement que cette option n'était pas la bonne parce que la paix est restée un agenda en construction. C'est encore une attente de la part des populations congolaises et que la justice, le manque de justice, a justement provoqué un appel d'air, un manque de redevabilité qui fait que finalement les violences ont continué. Alors moi, j'ai quelques points que j'aimerais mettre dans le débat qui concernent ceux qui pourraient être faits aujourd'hui, notamment en matière de recherche de vérité, en matière de justice et en matière de réparation. Le premier point, c'est qu'il me semble qu'il serait opportun aujourd'hui que le gouvernement congolais, de concert avec la société civile, organise des consultations nationales sur la gestion des crimes du passé. Je pense que ce point est important parce qu'il permettrait un dialogue, un véritable dialogue à la base, de la base au sommet, sur les attentes, sur les appréhensions de la population en matière de justice et qui permettrait ensuite de faire évoluer le débat vers des réformes légales et ce qui va derrière. Je pense aussi qu'on parle de plus en plus du retrait de la MONUSCO. Je pense qu'il serait opportun d'envisager la création d'une sorte de mécanisme résiduel qui aurait la responsabilité de gérer, de traiter et pourquoi pas de rendre disponible aussi aux victimes, à leurs ayants droit et à la justice congolaise, lorsque celle-ci le sollicite, des informations relatives aux enquêtes menées en matière de droits de l'homme.
Alors, le ministre a raison de dire que la réponse qui a été reçue des Nations Unies sur la question de la liste des auteurs présumés des crimes internationaux qui sont répertoriés dans le rapport mapping et même au-delà n'a pas été donnée pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Mais nous notons aussi que sur terrain, le temps fait son travail et malheureusement, les victimes et les témoins sont en train de nous quitter. Alors, il serait opportun très rapidement de remettre ce sujet à l'ordre du jour et ce mécanisme résiduel pourrait être un élément pour cela. Enfin, je pense aussi qu'il serait opportun pour les associations de victimes de tester aussi le système interne et d'initier des plaintes contre les personnes dont qu'elles estiment être responsables des crimes les plus graves qu'elles ont subis. Je pense que les capacités internes ont été prouvées au niveau de la justice militaire, malgré que les ressources sont très limitées et qu'on pourrait renforcer cela. Mais ce serait une manière de tester, ce serait une manière aussi d'amener le débat au niveau des juridictions sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Et le dernier point pour moi serait qu'en attente d'une commission vérité-réconciliation, parce que cette commission vérité-réconciliation est nécessaire, il est aussi possible d'envisager la création des mécanismes de recherche de vérité privée. Et on l'a vu dans l'histoire, notamment en Chili, sous Augusto Pinochet, où l'Église catholique a notamment aidé à collecter des informations, des données, des noms, des témoignages pour ensuite favoriser les poursuites au niveau judiciaire. Je pense que ces 4 éléments sont des pistes de solutions qui peuvent être envisagées en ce moment en matière de mise en œuvre des recommandations du rapport mapping. Je finirai enfin en disant que, voilà, comme on l'a dit, le rapport mapping existe d'abord pour les autorités congolaises et rappeler la responsabilité première des autorités congolaises à mettre en place des mécanismes pour défendre les droits de ces victimes et finalement mettre en œuvre des mécanismes pour que les droits de ces victimes à la justice soient effectifs en République démocratique du Congo. Merci. Merci, Nick. Alors, à t'entendre, je redeviens optimiste parce que je me dis finalement, comme on le disait en début de webinaire, les outils existent en fait, mais j'ai l'impression qu'il y a la mise en application de ces outils reste un mécanisme, un processus difficile. Donc peut-être qu'on reviendra vers le ministre à la fin pour avoir une réponse précise par rapport à cela, par rapport à ce que tu viens de dire. Mais dans ton intervention, tu parlais aussi du rôle, tu as vite fait évoquer le rôle de la société civile et même des populations en elles-mêmes. Et je me tourne vers Jimmy, qui est le coordonnateur pays de UNIS. On en a parlé tout à l'heure dans la présentation. Jimmy, tu dis souvent que tu aspires à un Congo du changement. Je pense que le changement se décline en plusieurs choses. Ça va du développement à l'instauration d'une société où on vivrait sans corruption, une société aussi où on vivrait avec un système judiciaire efficace. Alors, tu as entendu tous nos différents intervenants. La question que j'ai envie de te poser, la première, c'est de savoir, est-ce que selon toi, les jeunes, par exemple à Kinshasa, où tu vis, sont au courant de l'existence de ce rapport mapping? Qu'est-ce qu'ils en savent? Alors, tu ne vas pas parler pour tous les jeunes, mais peut-être ceux que tu fréquentes. Et aussi, que t'inspirent en fait les différentes interventions que tu as entendues par rapport à ce rapport et par rapport à l'avenir judiciaire de la RDC? En 5 minutes. Merci. Merci beaucoup, Wendy, premièrement pour l'invitation et merci de m'avoir mis avec tous ces panélistes qui ont fait des très belles exposés tout à l'heure. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui me connaissent lorsqu'ils ont vu l'affiche d'actualité CD sur le rapport mapping. Il y a de cela parce que depuis un temps, il y a quand même le docteur Mukwege qui s'est fait comme porte-voix de ce rapport pour essayer d'avoir un tribunal soit créé pour que les auteurs de ces différents crimes puissent être sanctionnés. Mais beaucoup de gens ne savent pas parce que beaucoup de gens qui essayaient, je pense que l'actualité.cd peut arriver à passer un micro-baladeur aujourd'hui sur la route pour poser la question aux gens de savoir qu'est-ce que le rapport mapping. Beaucoup de gens ne pourront pas donner de réponse.
il y a peut-être de ceux-là qui aujourd'hui s'intéressent à ce que fait le docteur Mukwege, qui arrive un peu à comprendre ce qu'est le rapport mapping et qu'est-ce qui est repris là-dedans. Je pense qu'il y a un déficit dans la sensibilisation, il y a un déficit dans la communication qui fait en sorte que certains Congolais qui se retrouvent dans des coins qui sont peut-être pas très affectés par ce qui se passe, par exemple actuellement à l'Est ou dans l'histoire même de ce qui est décrit dans le rapport mapping, ne se sentent pas vraiment intéressés. Ce qui fait que beaucoup de gens, de fois, se disent que non, ce qui s'est fait à l'Est, c'est très loin. Et on ne sent pas cette synchronisation de peuples dans un même pays pour que les choses puissent changer. Et je pense que la plupart des politiciens qui essayent de porter la voix sur ce rapport mapping ne sont pas pour la plupart assez crédibles. Et beaucoup de gens pensent qu'ils mettent ce rapport au devant comme étant un fonds de commerce pour essayer de pouvoir attirer la sympathie de plusieurs citoyens congolais de leur côté. Alors qu'aujourd'hui, nous avons quand même la personne du docteur Mukwege qui est quelqu'un de très crédible et qui fait en sorte que beaucoup de gens ont tendance à vouloir s'intéresser sur ce que dit le docteur Mukwege et beaucoup de gens apprennent aujourd'hui ce que c'est le rapport mapping. Alors, aujourd'hui, on s'arrête à parler de 617 crimes. Alors que lorsqu'on parle de 617 crimes, je pense que ça réduit un tout petit peu l'impact de ce rapport parce que derrière 617 crimes, il y a des milliers de personnes qui sont impliquées et des personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu leurs économies. Je pense c'est important qu'au niveau des médias, au niveau des acteurs de la société civile, qu'il puisse y avoir cette sensibilisation qui permette aux Congolais de pouvoir savoir ce qui s'est passé dans ce pays et que la justice puisse faire son travail. Parce que je ne pense pas, et je suis d'accord avec ce que le ministre a dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse réellement avoir la paix s'il n'y a pas de justice. Et aujourd'hui, la preuve que 10 ans après, on continue à avoir des morts à l'est du pays simplement parce que ceux-là qui ont tué il y a de cela 20 ans n'ont pas pu être sanctionnés par la justice. Donc il ne faudrait pas rêver d'un pays où il fera beau vivre si la justice ne commence pas par faire son travail, par sanctionner ceux qui ont été coupables hier de crimes contre l'humanité. Et je pense que la base de ce rapport est déjà quelque chose de très positif pour permettre à ce que la justice puisse avoir des éléments qui puissent lui permettre de pouvoir faire la lumière sur ce qui s'est passé au Congo depuis des années. Alors, est-ce qu'il y a réellement de la volonté politique? Je pense que tout à l'heure, Nick l'a dit, lorsqu'il a dit que l'ancien président Joseph Kabila, qui, du haut de la tribune des Nations Unies, avait plaidé pour la création d'un tribunal, mais qui, dans le fait, il n'y a pas eu des demandes officielles, montre à suffisance que depuis un temps, lorsqu'on commence réellement à fouiller dans ce qui se passe dans ce pays, dans l'est de ce pays, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ramifications, tant en l'intérieur de ce pays qu'à l'extérieur, qui fait en sorte qu'on se retrouve devant un flou et personne, en réalité, ne veut aller au bout de ce processus parce que cela va révéler l'implication tant au niveau des politiques en interne aussi, au niveau de grandes puissances, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un enjeu stratégique en termes de minerais qui est aussi important au niveau du pays. On ne peut pas comprendre qu'il puisse y avoir des entreprises étrangères qui puissent continuer à bénéficier de ressources qui viennent de ce coin du pays sans pour autant que les gens puissent se plaindre. Il y a beaucoup de documentaires là-dessus. On parle du sang dans nos portables sans pour autant qu'il y ait une réelle volonté pour que les choses puissent changer. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un rapport soit émis au niveau des Nations Unies et que les Nations Unies elles-mêmes ne puissent pas s'investir afin que ce rapport qui a été mis depuis plus de 10 ans maintenant puisse faire en sorte que les personnes ou bien tout ce qui ressort de ce rapport puisse faire l'objet d'une justice qui puisse faire en sorte que les probables coupables puissent être condamnés. Je pense qu'il doit y avoir de la réelle volonté politique au-delà des discours. Au-delà des discours, je ne pense pas que le fait de vouloir se rapprocher du Rwanda doit empêcher à ce qu'il puisse y avoir la justice et que les coupables puissent payer de leurs crimes. Et je pense que la solution que vient de proposer Nick sur le fait que la société civile, les Congolais doivent se parler sur ce qui s'est passé dans ce pays, serait quand même aussi des pistes de solutions qui permettraient à ce que les Congolais puissent déjà commencer à parler de choses qui fâchent et qui feront en sorte qu'ensemble, nous puissions trouver des terrains d'entente afin que les victimes et nous, qui n'avons peut-être pas été victimes directes, que nous puissions prévenir ce genre de situation.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, il est 13h, on va aller jusqu'à 45. Je sais que vous avez des agendas chargés, mais je vais vous demander peut-être à chacun encore 5 minutes de votre précieux temps. J'ai regardé dans le chat box et j'en profite pour remercier tous les participants qui sont là, les internautes. Merci à tous. Il y en a qui nous suivent de Guangzhou, j'ai vu, en Chine. Il y en a qui nous suivent d'un peu partout, je suppose, en RDC et ailleurs. Donc, merci à tous pour votre participation. Vous avez été nombreux à envoyer des questions. Vous vous en doutez, ça ne va pas être facile de répondre à toutes les questions, mais il y en a une qui revient souvent et qui prend plusieurs aspects, mais la base de cette question reste la même. Et je me tourne vers le ministre à qui je vais demander de nous répondre de manière brève et précise. Monsieur le ministre, dans toutes les questions qui nous sont arrivées dans le chat box, une seule question revient, celle de la volonté politique. On a entendu Nick tout à l'heure parler des outils juridiques qui existent. Il y en a pléthore, il en a cité tout un panel. Voilà, au niveau politique aujourd'hui, si vous deviez être bref, mais vraiment très bref, parce qu'après, il faut qu'on repasse la parole aux intervenants pour clôturer, qu'est-ce que l'État congolais fait justement par rapport au rapport mapping? Est-ce que vous avez pour nous une petite exclusivité pour nous dire ce qui sera fait dans les prochains jours, ce que vous préparez, vous et votre cabinet, par exemple? Est-ce que vous discutez avec les pays voisins dont vous avez parlé tout à l'heure pour ensemble essayer de ramener la justice, ne fût-ce que pour ces personnes dont Patient parlait, qui incarnent le rapport mapping? Je crois qu'en 3 minutes, si vous pouvez le faire, ce serait parfait. Merci. Oui, Madame Wendy, je suis préoccupé d'une chose. Souvent, j'ai comme l'impression, lorsque je parle de ces choses, certaines personnes font un effort de ne pas me comprendre. C'est l'impression que j'ai souvent. Tout à l'heure, là, peut-être j'ai dit beaucoup de choses à la fois. Je parlais d'une commission en cours de finalisation. C'est justement ce que les autres appellent commission vérité et réconciliation. Vous savez, en matière de justice traditionnelle, notamment ce qui concerne les mécanismes extra-juridictionnels, on peut parler de commission vérité et réconciliation. Il y a ceux qui parlent des médiateurs de la République, ombudsman, tout ce que vous voulez. Les décrets sont adoptés aussitôt que je rentre au pays, je crois, au tout prochain Conseil des ministres, il sera adopté. À côté de ça, j'ai imaginé un établissement public qui sera dénommé Fonds d'indemnisation des victimes de crimes graves en République du Congo. Et par rapport aux 10 fonds, je puis vous dire déjà, nous pourrions prétendre d'ici l'année prochaine mobiliser près de 100 à 150 millions de dollars pour les 10 fonds. Pourquoi? Parce que nous considérons, en dehors des mécanismes classiques de justice que tout le monde connaît, c'est que nous avons hérité de la colonisation, que ce soit au niveau domestique et même par-delà nos frontières, il se pourrait, Madame Wendy, pour ne pas décevoir ceux qui nous écoutent maintenant, que certaines personnes soupçonnées, parlent seulement de ceux qui sont au pays, une fois devant une juridiction indépendante, on puisse conclure à un acquittement. Et s'il y a un acquittement, mais vous avez en même temps les victimes et leurs proches qui réclament justice, nous pourrions à cette occurrence faire activer les fonds pour allouer des réparations, un peu comme ce que fait la CPI. Nous avons vu un cas, Jean-Pierre Bemba, un des grands acteurs politiques de notre pays, amené par devant la Cour pénale internationale pour des faits que ce serait commis en Centrafrique. Dans l'opinion, Bemba était responsable en vertu de l'article 28 du statut de Rome pour répondre des crimes graves, crimes qui seraient commis par les éléments sous sa responsabilité en Centrafrique. Mais Bemba a quitté. Cela n'a pas empêché le Fonds d'indemnisation des victimes de la Cour pénale internationale à intervenir en faveur des victimes et leurs proches centrafricains concernés par cette procédure. Et déjà aujourd'hui, c'est une victoire. Je ne m'en vante pas. Le fonds sera opérationnel d'ici là. Et Actualité CD avec lesquels vous collaborez et bien d'autres acteurs de la société civile collaboreront avec nous parce que je vous dis, même dans l'élaboration ou sinon dans la composition du conseil qui aura à gérer les 10 fonds, ça sera dominé par les acteurs de la société civile. Bref, j'ai des choses à dire, Madame Wendy. Malheureusement, avec le temps, nous c'est parti. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Je pourrais même vous expliquer comment la commission fonctionnerait dans chacune de nos entités, parce que quand vous êtes par rapport à Kassai, avec les phénomènes comme Sapo, ce qui se serait passé à la commune des Langues à Kananga n'est pas forcément ce qui s'est passé à Tshisekou, dans la province du Kassai voisine. Et quand vous êtes à Beni, ce ne sont pas les mêmes réalités avec les ADF que c'est que la maman dont vous avez parlé à Bounia,
est en train de vivre à l'heure qu'il est. Voilà, c'est qu'à chaque milieu, nous pourrions adapter la situation. C'est ça aussi la justice traditionnelle. Mais par rapport à la justice classique, M. Nikele me l'a dit, je ne voudrais pas moi-même en parler pour ne pas verser dans une sorte d'auto-satisfaction, parce qu'après tout, le procureur militaire fait la politique pénale du gouvernement. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec la justice militaire, on essaie d'avancer, mais ce qu'il faut également reconnaître, ou le bémol qu'il faut relever, il faut les renforcements à terme du recrutement de nouveaux, avec du recrutement dans les milieux judiciaires en général, et en particulier dans les effectifs de la justice militaire, où ils ont un sérieux problème d'effectifs et de logistique. Et si cette question, j'essaie de dire ce que je dois dire. Je suis à Genève où je vous parle actuellement avec l'auditeur général des FARDC, le général Moukout, qui ne fait pas l'économie de ses efforts pour s'attaquer aux crimes graves. Mais la problématique aussi, Madame Wendy, notre ami Nikelebe, qui comprend la question, accordez-moi 2 minutes, a relevé un fait. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent l'ont bien compris. Lorsque nous parlons de la compétence universelle, ça veut dire quoi, madame? Il se pourrait même qu'au Congo, là, nous n'avions pas de volonté politique, mais déjà en Occident, vous avez des pays comme la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, en vertu de leur compétence universelle, qui pouvaient aussi, en tout cas, connaître de ces crimes graves. Pour la simple et bonne raison que, de façon, sur le plan d'auteur intellectuel, la plupart des grands acteurs, pour ne pas parler des acteurs majeurs, ne sont pas au Congo, même pas dans la sous-région des Grands Lacs. Ils sont quelque part ici. Et si nous en revenons à la sous-région des Grands Lacs, aujourd'hui, avec la nouvelle doctrine de la responsabilité disparée IHC, certains chefs d'État de la région devraient répondre. Suivez mon regard. C'est comme ça qu'à un moment donné, lorsque le docteur Mukwege dit que le rapport mapping devrait produire ses effets, un chef d'État de la région dit clairement que, bon, le rapport mapping, c'est quoi, je n'en ai jamais entendu parler. Alors que ce n'est pas vrai. Lorsque je parle du président Kabila qui, en 2003, s'était adressé à l'Assemblée générale des Nations unies, l'article 10 de la charte de l'ONU dit l'Assemblée générale des Nations unies est compétente sur toutes les questions. Et c'est en vertu de cet article 10 de la charte de l'ONU que les États-Unis sont allés même, se sont impliqués dans la guerre dite de Corée. Alors que Kabila ait dit aux Nations unies, Urbi et Orbi, on peut ne pas l'aimer. Pourquoi n'avoir pas tiré les conséquences d'une telle volonté? Et puis je puis vous dire qu'effectivement, de façon formelle, il y a une requête dans ce sens au Conseil de sécurité, madame. Je réponds encore en 2016. On ne peut pas me dire que l'ancien président Kabila avait les Nations Unies sous son contrôle. Lorsque le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, s'est adressé à la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Tout le monde connaît la réponse qu'on a réservée au docteur Mukwege. C'est comme ça que le docteur Mukwege a compris avec nous qu'il va se donner d'autres moyens pour parvenir. Mais sinon, la vérité, c'est que vous vous en doutez bien, et je vais conclure par là, madame. Vous savez combien ça a pris aux Nations Unies, à terme d'État, pour reconnaître que nous étions agressés? 3 ans après, madame. Donc, on garde espoir. Voilà, c'est que quelque part, on ne peut pas reprocher aux autorités congolaises d'hier et même d'aujourd'hui de ne pas disposer d'une telle volonté. Et en conclusion, madame, je ne pense pas que c'est l'effet d'une génération spontanée ou l'effet du hasard qu'aujourd'hui, l'Ouganda ait été condamné par la Cour internationale de justice. Et il y a quelques jours, on a même désigné des experts pour évaluer à terme des préjudices ce que les Congolais ont subi à la suite de cette aventure, pour parler de Xanadi, d'où revenait Pascal Ligodi il y a quelques jours. Autant vous dire que nous n'allons pas baisser les mains. Bref, je suis au gouvernement aujourd'hui, demain ça pourrait être vous ou tout autre Congolais. Au moins, je suis convaincu que désormais, les Congolais sont en train de se mobiliser. Je vous ai dit qu'il y a 2, 3, 4 jours, j'ai également participé à un autre cadre où il y avait également des compatriotes comme vous. Je pense que nous allons finir par faire quelque chose pour ces pays. Quelqu'un l'a dit, ce n'est pas seulement une histoire de crimes ou de violations graves des droits de l'homme, c'est aussi une question de génération. La nouvelle génération de Congolais, nous n'allons pas lâcher prise. Merci, monsieur le ministre. Alors, je pense qu'on ne finira pas et je me tourne vers Patient Ligodi pour conclure par rapport à, disons, je vais aller vers chacun des experts. Patient, tu as entendu ce que le ministre a dit. Moi, ce que je te propose, c'est de faire une interview long format avec le ministre parce qu'il reste encore pas mal de questions. Je sais qu'Actualité.cd a la possibilité de le faire. Mais tu as entendu tout ce qui a été dit depuis le début de ce webinaire. Tu reviens de Kisangani avec ces voix et ces témoignages qui sont encore frais dans ta tête.
quel serait pour toi le mot de conclusion? Tu t'es muté. Il faut te démuter. Voilà, merci. Merci beaucoup pour la question. Merci également à tous ceux-là qui ont participé à ce webinaire. On est très, très heureux d'organiser ces types d'activités. Alors, ce que moi, je peux dire pour conclure, c'est notamment, on parle de Tingi Tingi. Je rappelle que Tingi Tingi, ça reste un village où il y avait des gens. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. En fait, ce qu'il faut faire, je crois, en ce moment, c'est déjà de dire qu'il y avait des gens là-bas. Il faut que ces gens reviennent là-bas. Et si ces gens commencent à revenir, il faut organiser tous les services de base pour que ces gens reviennent et essayent d'oublier. Parce que les gens, 23 ans plus tard, reviennent. Moi, je viens de là, il y a une centaine de personnes qui sont là et qui commencent à reconstruire leurs cases, leurs maisons et consorts, mais qui n'ont ni eau ni électricité. Enfin, l'électricité, déjà, c'est un luxe. Hein. C'est ce que On j'allais parle dire. juste de l'eau, on parle des hôpitaux, on parle notamment des écoles. La deuxième des choses que je dirais, c'est que de plus en plus, on parle de Kisangani comme une ville martyre. Je crois qu'il faut le considérer comme ça. Kisangani est une ville martyre. Au début, c'était parmi les 4 premières villes de notre pays. Il faut aujourd'hui remettre Kisangani à sa place. Et aujourd'hui, il faut que ceux qui naissent aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, connaissent l'histoire de cette ville-là et qu'on replace cette ville à sa place. On parle de plus en plus d'un plan Marshall pour le Congo, mais je crois que cette ville-là a également besoin d'un plan Marshall pour se reconstruire, pour avancer, pour, une fois de plus, redevenir les ponts qu'elle a été pendant longtemps. Ce qu'il faut dire aussi, le plan Marshall, ce serait quoi? C'est que, notamment, ne pas simplement considérer la réparation pour des victimes, mais considérer la réparation également pour l'ensemble de la province, de la Tchopo, qui a connu ce problème, que ce soit à rive gauche ou rive droite de Kisangani. Les gens attendent notamment beaucoup de ça. Et quand on parle de réparation, je crois que le ministre, qui va sans doute échanger peut-être avec les 4 experts qui vont être nommés, désignés, je crois que le ministre peut glisser un mot, comme originaire également du coin, en plus d'être ministre national, c'est de dire qu'on n'a pas que des individus qui ont perdu des choses, mais on a également une ville à reconstruire. Merci. Merci beaucoup, Patient Ligodi. Je me tourne vers Michel Boutoumboé, brièvement, mais vraiment très brièvement, par rapport à tout ce que vous avez entendu, c'est-à-dire les différentes interventions, celle du ministre, celle de Nick par rapport à l'aspect juridique, les espoirs fondés par la jeunesse congolaise incarnée par Jimmy Kandé aujourd'hui. Si vous deviez conclure en 1 minute, qu'est-ce que vous nous diriez? Oui, merci Wendy. Moi, je voudrais qu'on mette l'accent aussi sur la dimension régionale et panafricaine. Il y a un cadre institutionnel panafricain qui a des compétences en matière aussi bien pénale qu'un ensemble d'outils de dialogue politique ou de médiation qui pourraient être mobilisés. Il y a une dimension importante dans cette dynamique de conflictualité qui affecte le Congo, qui touche à l'exploitation illégale de ressources. Il y a au niveau de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs un outil qui est l'initiative régionale en fait sur l'exploitation des ressources naturelles, qui a un cadre de concertation et de veille et de répression de toutes les pratiques illégales en fait d'exploitation des ressources. Il y a un mécanisme de certification des minerais et d'autres ressources et ce cadre en fait n'a pas encore été suffisamment mis en pratique et c'est un des instruments puisque l'exploitation illégale des ressources du Congo fait partie de ce carburant qui alimente encore la conflictualité et les violations des droits humains. Donc c'est une dimension intégrée à côté de la justice transitionnelle, restaurative, la question de la répression à travers des mécanismes régionaux et une diplomatie régionale forte de la RDC, c'est une dimension intégrée, je pense. Merci, Michel. Je retiens la diplomatie forte. C'est un élément que je rajoute dans ma Gibessia pour poser la dernière question au ministre. Je me tourne vers Nick Elébé qui nous a vraiment bien éclairé du point de vue juridique
en rendant les choses accessibles. Donc, merci pour la vulgarisation parce que c'est souvent des thématiques qui sont assez difficiles à comprendre. Et je pense que l'un des enjeux aujourd'hui avec ce rapport mapping, c'est justement le rendre accessible à la population pour que les gens puissent se l'approprier et pouvoir utiliser les différents outils qui sont proposés. Alors, Nick, en 1 minute, si vous aviez un mot de la fin, une suggestion, une recommandation ou juste un constat. Merci. Merci. Je voudrais simplement commencer en disant que l'échec de toutes les initiatives liées à la justice transitionnelle ou liées à la gestion des crimes du passé a été souvent le manque d'appropriation locale. Voilà pourquoi j'insiste, alors que j'écoutais le ministre tout à l'heure parler des programmes ou des projets qu'il souhaite mettre en place, la commission Vérité et Réconciliation, le fonds au profit des victimes, j'insiste sur cette idée d'un dialogue national sur la gestion du crime du passé parce que ça permettrait justement de créer le lien entre la base et le sommet et finalement de bâtir des initiatives sur les attentes des populations qui ont été victimisées par ces conflits. Patient parlait tout à l'heure de la question pourquoi. Les victimes posent la question pourquoi cela s'est passé, pourquoi cela nous est arrivé, et ça procède du sujet de la vérité. Les victimes ont besoin de savoir la vérité et ça fait partie des mécanismes de justice transitionnelle. Et donc, il faut trouver les moyens pour mettre en place des mécanismes pour que cette vérité apparaisse. Il faut soutenir les initiatives locales qui concernent la mobilisation des données, des informations, des preuves pour que les choses puissent avancer. Et il faut travailler conjointement avec les Nations Unies pour que les éléments en leur disposition puissent être mis à la disposition finalement des populations congolaises et des juridictions congolaises lorsque les procès commenceront. Le leadership de l'État congolais est fondamental dans cette matière-là. Le ministre parlait tout à l'heure d'une affaire en Suisse concernant le pillage des ressources congolaises. Eh bien, ce sont des ONG qui sont en train de prendre les devants sur ces matières-là. Ces ONG ont besoin de l'appui de l'État congolais. Ces ONG ont besoin du leadership de l'État congolais qui prend toutes ses responsabilités de soutenir, de protéger, de défendre sa population et de défendre les droits de sa population à la justice. Je terminerai en disant simplement que, en ce jour, le temps de la justice ne doit plus être différé. Il y a eu beaucoup de tergiversations sur la paix, sur toutes ces matières-là. Nous savons aujourd'hui qu'il faut commencer par la justice, qu'il faut établir les bases d'une justice équitable, impartiale, accessible à tous et qui permette finalement aux victimes congolaises d'obtenir la réparation. C'est une question historique, c'est une question morale, c'est une question de haute portée où tout un chacun doit s'impliquer. Merci. Merci Nick, merci beaucoup. Tu parles justement de l'implication des populations. Je me tourne vers Jimmy Kandé. Tu as entendu tout ce qui a été dit tout à l'heure. On parle de l'appropriation du rapport mapping par les populations. Si tu avais un mot de la fin, quel serait-il ? Moi, je dirais, tout en saluant le travail que fait Actualité.cd, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre qu'il y ait des Congolais qui puissent dire « je suis Charlie », qu'ils puissent dire « je suis George Floyd aux États-Unis d'Amérique » sans pour autant qu'ils puissent s'approprier le rapport mapping. Et je pense que de ce côté-là, les médias ont vraiment un grand travail à faire. Il y a de ceux-là déjà qui tentent de le faire actuellement, mais pour sensibiliser la population afin que tout ce qui se passe partout dans ce pays puisse être vécu comme quelque chose de très présent, que celui qui est à Kinshasa se sente très concerné sur ce qui se passe à l'est du pays, au centre du pays. Et je pense que la chaîne nationale, la RTNC, qui de fois, alors qu'on peut parler des milliers de morts à l'est du Congo, des fois, les choses ne sont même pas diffusées. On sent qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, assez d'intérêt pour que la population soit sensibilisée de ce côté-là. Et je pense qu'au niveau du gouvernement, le ministre a parlé de l'hypocrisie de l'Occident, mais je pense qu'il y a même de l'hypocrisie au sein de nos acteurs politiques ici en RDC qui ont des rôles pour changer, qui ont des fonctions où ils peuvent vraiment changer les choses, mais on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ceux-là qui sont censés prendre des décisions tardent encore à pouvoir agir pour qu'il puisse y avoir une justice dans ce pays. Et je pense que en tant que jeunes et en tant que société civile, nous allons continuer à militer pour qu'il puisse y avoir une justice dans ces affaires et nous continuerons à faire pression et nous encouragerons toutes les bonnes initiatives qui viendront dans le sens de pouvoir faire en sorte que
les personnes qui ont été victimes de ces massacres puissent trouver leur gain de cause. Merci Jimmy. Alors je me retourne vers Monsieur le ministre. On va conclure ce webinaire. Merci à vous d'avoir participé. Au regard et surtout par rapport à tout ce qui a été dit, moi, je pense, en tant que journaliste, je suis frustrée d'arrêter, mais je suis obligée d'arrêter le panel. J'aurais pu continuer encore pendant des heures parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc, je le redis, Patient Ligodi, je pense, s'engage ici. En tout cas, je m'engage à ses côtés à faire une interview long format du ministre pour revenir sur toutes ces questions, notamment la mise en place du fonds, etc. Je pense que c'est une actualité qu'Actualité.cd va couvrir et suivre. Mais, Monsieur le ministre, si vous aviez un mot de la fin en 1 minute par rapport à tout ce qui a été dit, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Peut-être de manière pragmatique, en fait. Alors, vous êtes muté. Si vous pouvez juste vous démuter parce qu'on ne vous entend pas. Voilà, merci. En 1 minute, Monsieur le ministre, parce qu'il faut vraiment... En 1 minute, Madame Wendy. Je suis au gouvernement, ça fait seulement 1 année. J'ai déjà les fonds dont je vous parle. J'ai déjà une commission qui sera opérationnelle d'ici là. Et aussi, ce que je vais dire, ne parlons pas des rapports MAPIG pour parler. Il y a parmi les experts qui sont intervenus ici, pas Michel Eloutoumé, je crois Nikelebe. On doit lire les rapports MAPIG. Pour moi qui fais des recherches là-dessus, je vous les révèle, j'ai même un projet de thèse là-dessus. 97% des cas ne pourraient même pas être jugés au Congo, sauf s'il y a un tribunal pénal international pour le Congo, parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas que ça sera basé au pays. Et encore une fois, il faudrait que les États concernés puissent coopérer. En conclusion, ce que je dis, c'est quoi? C'est que dans ces rapports-là, pour ne parler que des rapports mapping, il y a des choses graves. Il y a probablement, parce qu'on ne connaît pas les identités des auteurs de ces crimes graves, les Nations Unies n'ont jamais voulu révéler leurs identités pour des raisons que moi aussi j'ignore. C'est qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire, bon, il y a un problème de volonté comme je l'ai attendu ici. Parce que moi qui vous parle, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à ce que la justice ne passe pas pour ce genre de faits? Moi, j'ai vraiment intérêt. Je vous ai dit, en 98, j'étais en 6e des humanités littéraires. Je suis ministre il y a seulement 1 année. Parce que moi, je n'ai rien à perdre. Bien au contraire, je suis de ces Congolais qui pensent que la justice doit passer. En dehors de ça, madame, parce que vous a parlé de Tingi-Tingi, on nous parle de la vie de Kisangani. Alors que j'étais en conversation avec vous dans le cadre de ce webinaire, le ministre des Affaires humanitaires qui se trouve à Kisangani à l'heure qu'il est, venait de m'appeler parce que les victimes des guerres de Kisangani, 3 jours, 1 jour, 6 jours, venait de les voir, lui, comme ministre des Affaires humanitaires. Il leur a dit qu'il m'appelle. Bon, avec insistance, je dis, vous quittez un moment pour répondre parce que je me disais un collègue qui m'appelle alors que je suis à l'étranger. Évidemment, les victimes, comme par coïncidence heureuse, veulent savoir quand est-ce que je retourne à Kisangani parce que je dois vous l'annoncer également. On a un fonds que nous venons d'obtenir du gouvernement. Nous allons commencer à verser à raison de $10 000 par victime ou proche de victime parce que vous en avez celles de victimes qui ne sont plus de ce monde, qui sont décédées, mais les proches n'ont jamais baissé les bras. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Le gouvernement, encore une fois, comme pour prouver, comme pour être compatissant à l'égard de celles de ces devrait commencer quelque part. Après que ça m'a dit, ça pourrait être Yumbi, dans la province de Maïnomé, ensuite le Kassai et probablement le Tour et le site Kivu. Alors nous devons commencer quelque part, Madame Wedi. La volonté du ministre que je suis, bon, évidemment, au gouvernement, je ne suis pas seul, mais depuis que je suis au gouvernement, je voudrais également le dire par honnêteté que je n'ai jamais été circonvenu dans mon action de ministre des Droits humains, pas plus que par mon chef hiérarchique qui se trouve être le Premier ministre, pas plus que par celui qui vient en première position ou le chef du Premier ministre qui se trouve être le président de la République. Alors, avec un tel boulevard, vous aurez remarqué, quand je vous parle ici, je parle avec toute l'énergie voulue, sans gêne, parce que je me dis, il n'y a aucune conséquence. Et si par improbable, il y avait quelque chose de ce genre, je préférerais ne pas continuer à être ministre des Droits humains, mais que d'être dans une partition d'hypocrite. Non, non. Je suis ministre des Droits humains, je dis les choses telles qu'elles sont, je fais l'effort pour ceux qui suivent par l'ordre d'actualité CV qui couvre par moment certaines de nos activités, c'est l'aide des médias indépendants que nous ayons au pays. Moi, quand il faut dire, même des choses qui sont
en défaveur du gouvernement auquel j'appartiens, je l'ai dit. Comme aujourd'hui, comme hier, aux Nations Unies, j'ai dit oui. Au sein de nos forces de sécurité et de défense, nous avons encore des mauvais gars. Nous avons encore des gens, quand on les envoie exécuter juste un mandat de comparution ou un mandat d'amener, on amène et les soldats et les militaires comme s'il y avait une guerre dans les environs de là où l'on doit exécuter le massacre. Il y a aussi un problème de mentalité. C'est comme ça que nous pensons qu'il y a un vaste chantier. Nous, ce gouvernement ici, nous n'allons pas le terminer, mais déjà, si nous en parlons ici, nous commençons à savoir ce qui est bon pour nous. Ce qui viendra après nous vont améliorer, parce que je ne vois pas en 5 ans, 10 ans, 15 ans, Mme Wendy, résoudre tous ces problèmes-là. Mais nous devons commencer, d'où les 2 projets de décret que nous avons amenés au gouvernement. On pourrait me reprocher l'inaction, les marques de vision, ce n'est pas un déficit, mais connaisseur moi-même de ces questions-là, j'ai apporté des instruments et naturellement, dans les prochains jours, vous allez entendre parler d'une commission en RDC dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire, parce que vous vous en doutez bien, on a beau parler d'une juridiction pénale internationale, on a beau parler de chambres mixtes spécialisées, de compétences universelles, on pourrait se retrouver dans une situation où on amène les gens devant une juridiction indépendante pour rendre compte, comme cela a été dernièrement le cas avec Mathieu Moudjoulou, et ça surprend les gens qu'on n'a pas trouvé de preuves, on l'a acquitté parce que la procédure pénale a ses exigences que le commun des mortels ne maîtrise pas. Mais si vous avez un mécanisme extrajudiciaire, dans le cas de justice traditionnelle, mais volé, mécanisme extrajudiciaire, vous pourriez, madame, aller à Kisangani, même quand les Ougandais qui ont tué ne sont plus identifiés, ou on ne peut pas les retrouver, les victimes peuvent non seulement parler de ce qui se serait passé, comme l'a dit Niki et Bele, à partir du moment où ils auront parlé, on leur aura donné une telle tribune, ça peut amener, les amener à faire les deuils. Ensuite, les réparations peuvent prendre plusieurs formes, morales, matérielles, financières, psychosociales. Et enfin, les garanties de non-récurrence, c'est ça aussi la justice transition. Au moins, l'État va s'engager à ne plus jamais accepter ou sinon permettre ou laisser revenir ce genre de travers. Et par le fait, nous aurons ainsi pacifié notre société. Il n'y a que de cette façon. Et de cette façon seulement que nous pourrions parvenir au résultat escompté, ne serait-ce qu'en termes d'un débit qui doit naturellement démarrer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à tous. Alors, on a vraiment dépassé l'heure, mais je pense que c'était un webinaire assez riche, intéressant. Encore une fois, à tous ceux qui ont envoyé des questions, on va essayer de faire au mieux pour y répondre. Merci à nos panélistes, Jimmy Kande, Michel Lutumbwe, Patient Ligodi, Niki Elebe et son Excellence, le ministre des Droits humains. Vous aurez la possibilité de resuivre ce webinaire qui sera partagé sur toutes les plateformes d'actualité.cd. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et continuez à respecter les gestes barrières. Voilà. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.